Mesdames, Messieurs, permettez-moi donc de vous remercier d'être présents. Nous allons parler, bien sûr, d'une page de l'histoire oubliée totalement depuis 314 ans. Il s'agit des habitants de Thénières, durant la bataille de Malplaquet. Il y a 314 ans, donc, eut lieu la bataille de Malplaquet. Alors, cette bataille, nous la connaissons par les écrits. Nous connaissons également la biographie des grands personnages qui y ont combattu. Mivillard, Boufflers, le duc de Marlborough et le prince Eugène de Savoie. Mais nous ne connaissons pratiquement rien, si ce n'est même rien du tout, sur les habitants de Thénières à cette époque. Qu'ont-ils vécu face à la guerre? Comment s'est déroulée la bataille? Où étaient-ils? Qu'ont-ils retrouvé après cette bataille? C'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui et aller plus loin. Alors, tout d'abord, il faut oublier notre époque. Nous vivons dans une époque de rapidité, tout le monde est pressé, on voyage en avion, on voyage en TGV, tout ça, il faut l'oublier et revenir il y a 300 ans. C'était une époque tout à fait différente. Déjà, à l'époque, 82% des gens vivaient à la campagne, 18% seulement dans les villes. Si Paris, au XVIIIe siècle, avait entre plus ou moins 650 000 et 700 000 habitants, Bruxelles, en 1784, à la fin du siècle, n'avait que 74 000 habitants. Actuellement, c'est 1,5 million. À l'époque, les chaussées et les chemins étaient très problématiques. C'était des chemins de terre. Les chemins pavés n'existaient quasi pas. Donc il fallait des jours et des jours. Pour aller de Lille en voiture attelée jusqu'à Paris, il fallait 3 à 4 jours. Dormir dans des auberges qui souvent étaient remplies de punaises. En plus, les chemins donc étaient loin d'être sûrs. On trouvait toutes sortes de vagabonds, de bandits. Un homme qui partait seul n'était pas sûr de revenir. Si bien que certains marchands qui partaient parfois assez loin, avant de partir, ils allaient chez leur notaire faire un testament. On n'est jamais trop prudent. À l'époque, même sur les bateaux, il y avait des bateaux qui pouvaient traverser et franchir des cours d'eau. On s'en méfiait aussi car un homme seul était une cible facile. D'un coup d'épaule, on vous poussait hors du bateau et on prenait votre sac. Ça arrivait souvent. À l'époque, il n'y a pas de papier d'identité, donc un corps qui gît au bord de la rive, on l'enterre sans autre forme de procès. Et vous disparaissez à jamais. La religion dans nos régions était fortement marquée par le catholicisme, bien évidemment. Et nos ancêtres avaient une foi de charbonnier. Ils croyaient fermement à la religion et aussi à la superstition. À l'époque, bien sûr, comment étaient les paysans? Voici un tableau de Louis le Nain. Louis le Nain est un peintre champenois qui nous montre un tableau avec une famille paysanne vers 1642. Mais c'est exactement le tableau qui nous permet de retracer mieux l'époque. Alors, nous sommes ici dans le logis d'un maître, un laboureur. Les laboureurs étaient en général l'aristocratie du village. Ils avaient des outils, ils avaient des chevaux, qui étaient très chers à l'époque, et ils avaient aussi des terrains qu'ils vendaient, qu'ils louaient à des cenciers. Alors les cenciers donc payaient un droit, ils avaient une petite maison, et en dessous d'eux, il y avait une autre catégorie, c'était les journaliers. Journaliers prêtaient leurs services, leurs mains, leurs bras, pour travailler dans les champs. C'était la catégorie la plus pauvre. Alors nous avons ici donc le maître de maison, nous voyons au centre du tableau. Il tient un verre de vin pour montrer justement sa richesse. Derrière lui, il a son fils, très intéressant. Son fils est le fils aîné. N'oublions pas que sous l'Ancien Régime, le droit d'aînesse était là. C'est d'ailleurs pour ça que dans le tableau, nous avons le second fils qui est en arrière. Il n'aura aucun droit. Et lorsque le père mourra, c'est lui qui succédera à son tour et qui hébergera son fils ou le mettra dehors. Le fils qui se trouve là, vous voyez, il a un violon. Alors c'est encore une fois pour indiquer la richesse du personnage de la famille. Apparemment, nous voyons ici que le jeune homme ne sait pas s'en servir, il le tient maladroitement. De chaque côté, nous avons deux personnages. Celui-ci a sa livrée, vous voyez qu'il est un peu mieux habillé que l'autre. C'est un cencier, c'est le fermier. Il a des terres qu'il loue, qu'il paie donc au maître, au laboureur. Et de l'autre côté, nous avons un journalier. Vous voyez la différence directement avec notre personnage qui n'a pas de souliers. Beaucoup de gens parmi les journaliers à l'époque, au XVIIe, XVIIIe siècle, n'avaient pas de chaussures, trop pauvres. Et encore, il y avait encore des mendiants. Et en ce qui concerne les trois personnages, c'est intéressant parce que si nous les regardons, nous voyons ici une nappe blanche. Au XVIIIe siècle, XVIIe siècle, la blancheur, c'était un gage de toilette, de propreté. C'est-à-dire que, en fait, les gens se lavaient très peu, mais ils portaient des vêtements blancs.
Lorsqu'on portait du blanc, c'était chic, c'était un signe de propreté. Si vous regardez un peu les autres, l'école sont un peu avariées. Les vêtements sont différents. Nous avons ici le maître qui a une belle livrée, une belle tenue. En général, c'était pour les riches des étoffes précieuses. Pour les gens tels que le laboureur, c'était de la laine. Et pour les plus pauvres, c'était du fil de chanvre. On les tissait. C'était un tissu très rugueux, très austère, très rêche, mais inusable. Ce qui fait qu'on le passait de génération en génération. Et à la fin, notre vêtement devenait des oripeaux. On ne perdait rien, tout était recyclé à l'époque. Nous avons derrière lui son fils, on pourrait appeler la famille Va-Nu-Pieds, finalement, c'était des journaliers. Et de l'autre côté, donc, nous avons ici une dame. Alors cette dame, c'est la femme du maître de maison. Alors vous allez dire, pourquoi n'est-elle pas assise avec les autres personnages? Eh bien, c'est parce qu'à l'époque, la femme est le second de l'homme. Elle a moins de droits que lui. Quand l'homme est assis, la femme doit rester debout. Elle mange après son homme. Alors, il n'est pas question qu'elle s'asseye à côté de gens qui sont des invités. Nous la voyons, on la reconnaissons parce qu'elle porte des vêtements colorés. Donc, c'est vraisemblablement un jour de fête où on boit un peu de vin, où le maître accueille donc ses domestiques. Voilà donc un petit peu l'esprit du XVIIIe, XVIIe siècle. La femme occupe une seconde place, l'homme a tous les droits, le maître de maison, le droit d'aînesse, et enfin donc une société où on a les riches, forcément dans les villages, les moins riches et les pauvres. Voici bien sûr Thénières. Alors nous allons parler un peu de l'histoire de Thénières avant de passer davantage aux habitants. Alors vous avez ici bien sûr le centre de Thénières avec l'église qui remplaça un ancien édifice du XVIe siècle, l'ancienne chapelle de Thénières. Alors lorsqu'on parle de Thénières, c'est un nom curieux, Thénières, d'où cela vient-il? Eh bien, ça vient à la fois d'un petit animal charmant, le blaireau. En ancien français, donc, Thénières se disait Tassona et Tess ou Tessel, donc c'est le blaireau. Et Tessonnière, ça veut dire le lieu où il y a beaucoup de blaireaux. Donc il faut savoir qu'il y a très longtemps, dans cette région-ci, c'était boisé. Il y avait une immense forêt qui descendait du nord de la Belgique, en oblique, qui descendait vers Mons, et qui venait mourir jusque la forêt de Mormal. C'était une forêt profonde, la forêt charbonnière. Ça a été progressivement, bien sûr, défriché au cours des siècles. Et visiblement, dans la région de Thénières, se trouvait une petite colonie de blaireaux. Donc, cet endroit était idéal. Vous avez des bois et vous avez un petit cours d'eau, donc le Ogno, ou le On qu'on appelle aussi. Donc, et de là vient le nom, à savoir l'animal qui a donné Thénières, le repère des blaireaux, et On, donc la petite rivière. Donc voilà l'origine donc de Thénières, qui prendra son nom effectif à partir de 1794, lors de la Révolution française, pour le distinguer d'un autre village qui est Thénières en Thiérache. Voilà. Alors, Thénières est aussi liée à une abbaye, l'abbaye Saint-Pierre de l'Auve. Alors, que vient faire cette abbaye qui se trouve en Belgique près de Thuin? Quel est le rapport avec Thénières? Eh bien, pour cela, il faut remonter à l'époque de Charlemagne, des Carolingiens. À l'époque, à On-Hergie, se trouve un domaine castral, un château, qui a disparu depuis longtemps et qui se trouvait peut-être près de l'église de On. Alors, ça se rapporte à une légende d'une aventure amoureuse entre un roi et une aristocrate. Alors, le roi était Lothaire II, roi de Lorraine. Il avait fait la conquête d'une jeune fille aristocrate qui s'appelait Waltrade. Malheureusement, il y avait un problème, c'était que Lothaire était marié déjà avec la princesse Teutoberg. Comme était la fille de Charles le Chauve, ses demandes pour divorcer furent plusieurs fois repoussées. Et il fallut des années avant que finalement Teutoberg décède et qu'il puisse épouser sa belle Westrade. Alors, à Waltrade, il lui offrit néanmoins un domaine, c'est le domaine de On. C'est ainsi que toutes les possessions de On, dont faisait partie Thénières, eh bien, revinrent à la belle Waltrade. Au moment de leur mort, en 869, la belle Waltrade donc demanda à son époux de céder une partie de ses terres, dont Thénières, dont On-Hergie, à l'abbaye de l'Auve. C'est ainsi que le territoire d'ici est entré dans le domaine d'une abbaye, donc du côté de Thuin. Alors, l'emblème de l'abbaye, ces armes, vous les avez ici. Donc, vous avez ici les clés de Saint-Pierre, forcément l'abbaye Saint-Pierre,
Et en dessous, c'est pour cette raison-là que l'on trouve les clés de Saint-Pierre aussi dans les blasons de Thénières et le blason de Honhergie. Donc c'est un souvenir de cette possession de l'abbaye. Alors l'abbaye aura des possessions ici, elle a des terres, elle a les bénéfices des 2 chapelles, dont l'église ici aussi, donc on leur apporte de l'argent. Elle a aussi des parts sur les dîmes, donc c'est de l'argent qui transitait et qui partait vers l'abbaye. Cette situation durera jusqu'à la Révolution française, où en 1696, donc 96, l'abbaye fut supprimée. Voilà, donc voilà un peu l'histoire, en gros, de Thénières et de son abbaye et des sources de son histoire. Alors, au Moyen-Âge, donc, Thénières fait partie de ce qu'on appelle le comté de Hainaut, un vaste comté que vous voyez ici, donc, qui démarre aux portes de Bruxelles, qui va jusqu'à Binge, qui descend jusqu'à Avennes, le Quesnoy, et qui remonte jusqu'à la rive droite de l'Escaut et de Tournai. Donc, un vaste territoire. Ce vaste territoire, malheureusement, sera éliminé, va être coupé en 2 suite à Louis XIV. Alors, en 1643 a lieu la bataille de Rocroi, puis les Français s'intéressent de plus en plus à agrandir les territoires. Louis XIV se dit « la frontière est trop proche de l'Espagne qui se trouve, il faut repousser ». C'est ainsi qu'il va lancer des opérations des guerres qui finalement, en 1678, arrivent à un traité, le traité de Nimègue, qui va accorder au roi le nord de la France et une moitié du Hainaut, 43% du Hainaut. C'est ainsi que notre région, le Hainaut, sera coupée en 2, partie espagnole, si l'on veut, et partie française. Alors, Thénières, dès lors, fera partie du Hainaut français, l'intendance de Valenciennes, le diocèse de Cambrai et le décanat de Bavay, plus, bien sûr, les droits qu'exerçait l'abbaye de l'Aube. Voyons un peu la société à l'époque. Eh bien, la société, nous avons en France le roi de France, lorsqu'il a des directives, des lois, des édits, il les fait communiquer par son secret d'État à l'intendant, qui gouverne la région, et lui transmet au village, les autorités communales. À l'époque, on avait d'abord des bourgmestres et échevins, puis on aura bien sûr des maires et échevins. Alors de là, cela descendait, et nous avons la société de l'époque. Nous avons en premier lieu les laboureurs, qui sont les plus importants, les plus riches. Nous avons le censier, donc, qui paie un loyer. Nous avons aussi des métiers très importants, comme avec le cours d'eau de Thénières, ici l'Ogno, nous avons des moulins à eau, et aussi des maréchaux ferrants. Et tout en bas de la société du village, nous avons les journaliers, les manouvriers, ainsi que les mendiants. De l'autre côté, la religion, bien sûr, a son pouvoir. Il y a le pape. Seul problème, c'est que le roi de France, Louis XIV, a fait court-circuiter les interventions du pape. C'est lui qui s'adresse aux archevêques et qui donne ses directives. C'est l'église gallicane. C'est ainsi que évoluera donc jusqu'à la fin de l'Ancien Régime, donc la société. Pour Thénières, bien voilà un peu la société Thénière à cette époque-là, au XVIIe, XVIIIe siècle. Le roi Louis XIV d'un côté, l'abbaye Saint-Pierre et une pyramide qui s'y descend. Vous voyez un peu les laboureurs, les meuniers, les forgerons, les artisans, et puis tout en bas, donc, les journaliers, manouvriers, les bouviers, il y avait des bœufs qu'on élevait, et aussi les bergers. Donc, il y avait aussi des bergers ici à Thénières. Alors, de temps à autre, on avait la visite de gens qui venaient, donc c'était des colporteurs. Vous en avez un là-bas. Il avait une grande hotte dans le dos, vous la voyez. Alors, là-dedans, il mettait plein de choses. Il arrivait dans le village et il les présentait, donc vous pouvez les acheter. Alors, c'était un peu l'émerveillement pour les paysans qui voyaient des outils, des objets venus de très loin. On voyait des rubans colorés, on voyait des ciseaux, on voyait toutes sortes de dés, des aiguilles. Donc, c'était intéressant. Alors, le colporteur, justement, eh bien, on appelait son sac une balle. Alors, de là vient l'expression l'enfant de balle. C'est simplement quelqu'un qu'on a déballé dont on ne sait pas d'où il vient. Voilà. Alors, donc, c'était la visite de temps à autre. En règle générale, les paysans vivaient dans leur région. Voyageaient très peu. Tout au plus allaient-ils à la ville, la plus proche, c'est bien sûr Bavay. Voilà un peu un plan cadastral qui nous montre le centre de Thénières en 1806, sous Napoléon. À droite, vous avez Google Earth, donc ça date de 2022, et lorsqu'on compare les deux images, on s'aperçoit finalement qu'il y a peu de différence. Thénières est une commune rurale. Bien sûr, les maisons ont changé, il y a un peu plus d'habitat, mais si vous regardez les rues, vous apercevez qu'elles sont quasiment les mêmes, depuis Napoléon et bien avant. Sauf bien sûr qu'elles ont été pavées, macadamisées, heureusement pour nous. Alors,
Si nous passons à Malplaquet, bien sûr, là, qui donnera son lieu à la bataille, Malplaquet provient d'un ancien mot français, donc malplasque, qui signifie les prés humides. En ancien français, plasquet, ça signifie le marais. Et effectivement, vous avez un petit ruisseau, l'Érèze, dans un fond léger de vallée, et ces environs-là étaient probablement très humides. Après, ça a été assaini. Et l'agglomération, donc, le hameau de Malplaquet s'est étendu. Alors, c'était particulier car il s'agit d'un hameau en rue, tout au long de la rue, vous voyez. Alors, en 1709, malheureusement, lors de la guerre de succession d'Espagne, c'est la catastrophe qui va s'abattre sur le village. En 1709, c'est la bataille de Malplaquet. Nous avons ici le décor, les bois de Sarre, les bois de la Lanière, et sur un front de 6 km de long, on va s'affronter. Les Français en bleu ont édifié des fortifications, ils sont au haut de l'image, les Alliés en bas. Alors, de 8h jusqu'à 15h, on va se battre. On se battra surtout sur les ailes de bois de Sarre et à droite, le bois de la Lanière. Et puis finalement, c'est le centre français qui va craquer. Et vers 3h, il faut évacuer. Les Français vont quitter le champ de bataille. Les Alliés, pendant 2-3 jours, vont occuper le site. Alors, la chose qu'ils vont faire, c'est bien sûr enterrer les morts. Et les morts, il y en a à foison. Si on regarde les chiffres, pour les Français, ils ont perdu 11 à 12 000 hommes. Les Alliés, 20 à 21 000 hommes tués et blessés. Donc ça représente énormément de corps, sans compter les chevaux. Donc pendant 2 jours, les Alliés vont enterrer d'abord leurs morts. Ils vont faire des fosses. Pour les Français, on va les laisser là, traîner plus ou moins. Les Hollandais, ce sera plus différent. Ils ont tellement de pertes qu'on va les enterrer, mais avec très peu de terre, ce qui fait qu'ils seront très vite mis à nu. Alors, que reste-t-il de ce passé? Eh bien, par exemple, voici sur le côté belge, près du bois de Sarre, eh bien, nous avons 4 fosses communes. Vous les avez ici, 1, 2, 3, 4, et là, la photographie aérienne. On distingue parfaitement les 4 fosses. Alors, ce sont des fosses alliées. Ils ont pris le temps de les enterrer. Alors, ce qui est très particulier, c'est que vous voyez un passage entre les deux. Alors, il peut s'expliquer tout simplement par le fait que les morts, on les a récupérés, transportés par chariot, déversés dans les fosses communes, première fosse. On est passé la deuxième, et à chariot, on a tourné de l'autre côté aussi. Le chemin est resté. Et la 4e fosse. Alors, combien y a-t-il de gens? On les enterrés les uns sur les autres, nus. Il y a probablement plusieurs centaines de morts, si pas plus d'un millier. Donc la bataille fut terrible. Alors, en ce qui concerne justement maintenant la mort, nous allons parler un petit peu de la vie courante des gens qui vivaient à Thénières. Donc vivre et mourir à Thénières. Quelles étaient ces familles? Leurs noms, on ne connaît rien. Et pourtant, on peut les retrouver. Je les ai retrouvés. Alors pour ça, il faut aller aux registres des paroisses. Les curés, à l'époque, tenaient dans des registres les naissances, les baptêmes, les mariages. Tout ceci a été donné après aux archives départementales du Nord, actuellement à Lille. On y retrouve les registres paroissiaux de Thénières, mais en quel état? Les registres, en effet, ont souffert. Vous voyez, les pages ont été dévorées par l'humidité. Elles sont tout à fait, parfois difficiles à ouvrir. Heureusement, en 1950, on a photographié, microfilmé tous ces registres qui sont accessibles. Tout en bas, vous avez la signature d'un curé, Gilles Boulanger, qui était pasteur en 1719 et qui est mort ici à Thénières. Alors, le problème, voyez-vous, lorsqu'on veut retrouver les familles, c'est que des registres ont disparu à jamais. Les années 1703 à 1709, certains registres de mariage, de décès ont disparu à jamais. Ici, c'est une page qui est tirée d'un registre de baptême qui a été sauvé à l'époque. Et le prêtre confie donc, voilà le registre, et il précise bien que les années de 1703 à 1709 ont pu être sauvées et transmises à un autre curé. Et il précise dans son domaine, là si vous lisez de loin, voilà, Ecclésia, donc c'est l'Église, a été détruite, c'est saccagée par les confédérés dans la bataille de Malplaquet. Donc, après la bataille, les Alliés ont occupé Thénières et ils ont mis leurs blessés certainement dans l'église et en même temps, ils en ont profité pour saccager tout ce qui était catholique. C'était des troupes souvent protestantes. Vous voyez, une partie des archives a disparu. Alors, ça devient compliqué, finalement, de retrouver tous ces noms. Est-ce qu'on peut dire des noms de ces familles qui ont vécu à un moment de Malplaquet? Et pour ça, il faut faire une recherche que j'ai menée, recherche qui a pris beaucoup de temps. C'est une recherche sans doute ardue. J'ai fait plus de 30 conférences,
Et là, ça m'a donné beaucoup de travail. Alors, je me suis donc intéressé au niveau des archives à faire un recensement. 2 étapes. La première, c'est de recenser, enregistrer dans les registres paroissiaux de baptême qui subsistaient les noms de famille qui apparaissent au cours du temps, au cours du XVIIe, entre 1610 et 1709, plus ou moins. Ensuite, deuxième étape, je me suis aussi intéressé à recenser toutes les familles qui existaient depuis 1610 jusqu'à 1792 au niveau des naissances et compter combien d'enfants ils ont. Parce que s'il y a beaucoup d'enfants, ça veut dire qu'on risque de les retrouver dans la première liste qui sera dressée. Qui ça correspond? C'est bien ce qu'on appelle des familles souches, des familles qui étaient là en 1709. Alors, ça ne fut pas évident. Mais j'ai quand même je suis parvenu dans un premier, à pouvoir classer les personnes suivant leur apparition au niveau des baptêmes. Donc en 1610, vous avez donc le premier et plus ancien, avant les registres n'existent pas, le Ruste. Alors peut-être que dans le village ici, il y a des gens qui vont trouver des noms. Alors en 1614, nous avons les Abrassards. Et puis après, vous voyez donc 34, 52, des noms qui apparaissent, les Wauquiez, les Wattiers. Donc ce sont des naissances. Tous ces gens-là, donc, ce sont des anciennes familles. Est-ce qu'il y a des gens qui reconnaissent éventuellement un nom de leur famille, ou de noms qui connaîtraient éventuellement de personnes? Alors, 93 familles, donc 93, la première partie et la deuxième. Donc tous ces gens-là, dont j'ai trouvé des traces dans les baptêmes et dans les mariages, nous avons ici donc 93 noms. Mais le problème, c'est que nous ne sommes pas sûrs et certains que ces gens-là avaient connu Malplaquet. Parce qu'à l'époque, il y a des gens qui vivent quelques années et ils s'en vont, et on ne voit plus. Ou d'autres qui vivent, qui s'en vont et qui reviennent. Donc c'est compliqué. Alors il fallait une deuxième clé de recherche, c'est ce que j'ai fait. Alors voilà, j'ai fait 3 groupes. Je me suis intéressé à la période des naissances depuis 1610 jusqu'à 1792. Ça représente plus ou moins 2600 naissances. Alors j'ai fait 3 groupes. Le premier groupe des baptêmes, je me suis dit, s'il y a beaucoup de naissances, qu'on les retrouve dans la première liste, ce sont des familles souches. C'est là le premier. Donc, toutes les familles qui ont au moins 30 baptisés sur la période des 178 années, nous sommes sûrs qu'elles étaient ici, qu'elles ont vécu avant Malplaquet et après Malplaquet. Deuxième catégorie, les familles anciennes, entre 10 enfants et 30. Là, on risque de trouver des gens qui font partie de la souche, et surtout si nous les trouvons dans la première liste. Enfin, les familles récentes, donc là, c'est entre 2 et 10 enfants. Je n'ai pas tenu compte des enfants, une seule naissance, parce que forcément, c'était récent. Alors, donc, un classement par 3. Alors, est-ce que ça marche? Eh bien, oui, ça marche. En principe. Alors, c'est ainsi que, voilà, les familles souches que j'ai pu retrouver, qui correspondent aux 2. Alors, par exemple, les Abrassards sont les champions, 87 naissances. Après, vous avez les Arnould, c'est la même chose, 82. Les Déséry, 78. Les Wauquiez, qui s'écrivaient de façon différente, mais c'est la même famille, 75, 75. Les Mabille, 70, alors 70. Alors, il faut savoir qu'en 1653, un Mabille était maire de Thénières. Alors, vous voyez un peu toutes les familles par enfant, jusque 30. Tous ces gens-là, à 100%, ce sont des gens qui vivaient ici en 1709 et qui ont vécu les événements de la bataille. Alors, ça représente 30. Alors, nous continuons le deuxième groupe. Voilà. Alors là, c'était plus problématique. En bleu, vous avez les gens que l'on retrouve dans la première liste. Et en vert, ce sont des gens qui apparemment ne sont pas présents. Peut-être qu'ils sont arrivés entre 1700 et 1709, mais ils avaient beaucoup de familles anciennes. Peut-être qu'ils ont disparu, ou on les a souvent oubliés. Ça arrivait à l'époque, au XVIIe siècle, les curés étaient souvent pas toujours honnêtes. Alors ils oubliaient parfois. Au XVIIe siècle, malheureusement, les curés étaient souvent des gens de seconde naissance, donc on leur donnait une église plutôt que l'armée, et se débrouillaient. Donc, ce qui fait que souvent, c'était des mauvais prêtres. Alors, parfois, ils oubliaient, parfois, bon, ils avaient bu un peu de trop, parfois, ils étaient occupés avec la bonne. Ce qui fait qu'il y a des trous énormes au XVIIe siècle. Au XVIIIe siècle, c'était beaucoup plus sérieux, parce que là, il y avait des séminaires qui ont été ouverts, et là, on a éduqué les prêtres de façon plus sérieuse, et surveillés surtout. Alors donc, nous avons en vert des gens qui sont susceptibles, d'après le nombre de familles, d'avoir fait partie aussi de la population de Malplaquet. Alors je ne me suis pas amusé à les intégrer parce que je n'ai aucune preuve. Donc j'ai gardé les familles souches en étant sûr et certain, et j'ai mis éventuellement, théoriquement, les autres.
Alors, nous continuons le troisième paquet. Donc, j'ai retrouvé encore des gens qui apparaissent en bleu et qui font partie. Alors là, c'est des gens qui sont peut-être arrivés vers la fin du siècle, mais toujours à la fin du XVIIe siècle. Donc, ils sont arrivés. Alors, en rouge, ce sont des gens de la liste qui ont disparu. Ils sont restés un peu au XVIIe siècle à Malplaquet, puis après, ils sont partis et ils n'ont plus de naissance, pas assez de naissance. Vous voyez, 2 ans de naissance, c'est pas assez pour faire de 1600 jusqu'à la bataille de Malplaquet. Donc, ce sont des gens qui sont venus après. Alors, ceci nous donne un tableau final. Voilà, on a pu retrouver 66 familles, souches, présentes à Thénières. Ceux-là, ils étaient présents. Alors, 22 familles théoriques, ils étaient peut-être là ou pas, on ne sait pas exactement. Voilà. Alors, voilà donc les 66 familles souches qui étaient présentes à Malplaquet, on en est sûr à 100%. Et en plus des 66 familles, nous avons les 22, donc théoriques peut-être, peut-être pas. On n'en sait rien, donc on ne sait pas avancer. Donc voilà, ce qui fait à peu près, disons, 88 familles théoriques. J'ai arrondi à 90, 90, pour faire une petite marge de sécurité. Ce qui nous donne un petit peu, voilà encore le tableau. Est-ce que des gens reconnaissent des noms éventuels qui sont classés par ordre alphabétique, ici plus facile. Vous voyez que certains noms font des références à des métiers, carpentier, cordier. Là, vous avez aussi des noms de pays, le Brabant, Bréban. Vous avez Bury, Bury c'est un petit ruisseau qui se trouve ici. Alors vous avez les Hauquiers. Alors ce qui est très particulier, c'est comme on l'a dit, Louis XIV a tracé une frontière entre les deux régions, entre la Belgique et la France finalement, et on s'aperçoit que les noms sont les mêmes exactement de l'autre côté de la frontière. Nous formons une même communauté. Si on veut, Belges ou Français, ce sont des prénoms. Notre vrai nom, c'est Hennuyer. Nous formons qu'un groupe. Alors, voici l'évolution de la population. D'après les 90 familles que j'ai arrondies, en principe, nous aurions 600 habitants, plus ou moins, en 1709, et nous avons la progression par les recensements de la population de Thénières. Vous voyez, 1793 à la Révolution 1065. Donc ça semble conforme au niveau de l'évolution. Alors, il y a une petite baisse en 1806, puis ça remonte, vous voyez, et ça culmine en 1882 à 1335 habitants pour Thénières. Après, ce sera une lente descente, et en 2020, donc, la population de Thénières était de 957 habitants. Voilà. Vous voyez un petit peu, donc, nous avons retrouvé les 66 familles, les 22 théoriques, donc, ce qui nous fait un total de 88, 90 habitants. Alors, passons maintenant aux prénoms. À Thénières, quels étaient les prénoms? Eh bien, la religion était très imprésente. Alors, vous avez ici la famille Abrassard, que j'ai pris parce que c'était les plus nombreux. Si vous regardez les prénoms, en général, c'est un prénom catholique, toujours accolé souvent avec le prénom Joseph, le saint patron, saint protecteur. Sur l'ensemble des 41 individus, nous avons 24 prénoms qui portent quelque chose, plus Joseph. Pour les femmes, c'était la coutume à l'époque, c'était Marie. Marie intervenait souvent dans les noms. Vous voyez ici, 29 portent le nom Marie. Et pour être sûr et certain encore, on mettait aussi Joseph. Après tout, 2 saints patrons, c'est mieux, pour la sécurité. Alors comment ces gens s'appelaient-ils? Est-ce qu'ils s'appelaient « Bonjour Marie-Albertine Joseph » Non, il faut s'abréger simplement. On prenait le nom du milieu, Albertine. Et plus encore, à l'époque, il y avait des surnoms. On l'appelait la fille du boiteux. Des surnoms comme ceci qui existaient. Alors on trouve donc 23 noms portant le prénom Joseph. Voilà. Alors la mort, bien sûr, arrivait. C'était une des grandes frayeurs des paysans du monde rural. On ne connaissait pas la mort. Elle pouvait arriver à n'importe quel âge, n'importe quand. Ici, en 1746, vous avez le décès d'un cavalier. Il s'appelle Jean-Baptiste Dubuisson, âgé de 43 ans. Il est mort en venant voir ses parents à Thénières, chute de cheval. À droite, ce sont des jumelles qui sont nées et qui sont mortes dans les moins de 24 heures. Donc vous avez Poitiers, Marie-Madeleine Poitiers et Marie-Joseph Poitiers. Donc vous voyez, la mort à l'époque, tous les âges sont frappés. Alors je suis intéressé un petit peu aussi à Thénières, donc en relevant l'âge de mort de tous ces gens dans les registres, mais de 1725 à 1755, durant 30 ans. Alors que voyons-nous? Les gens qui meurent en premier, les enfants, vous voyez, de 1 jour à 10 ans, sur 548 recensements, 196, 196 meurent. Donc c'est pratiquement la moitié des gens. Ensuite, de 10 à 20 ans, 28 qui meurent.
Alors pourquoi les enfants d'entre 10 et 20 ans? C'est qu'à l'époque, il y a beaucoup d'accidents domestiques. Il y a des cheminées, il y a de l'eau qui bout, il y a des enfants qui sont ébouillantés, il y a des enfants qui sont brûlés, il y a des enfants qui tombent dans le puits, ou en travaillant avec leurs parents qui tombent du chariot, ou les animaux, les ruades. Ensuite, nous avons la vie qui s'écoule, vous voyez un petit peu, et la mort commence à se faire marquante à partir de 50 ans. Là, vous avez 44, 41 et 70 ans, 80. Là, c'est le coup de bambou, c'est 67. Après, la population qui reste, il reste très peu de gens. Sur les 548, il reste 37 personnes. Les 30 derniers vont mourir entre 80 et 90 ans, et il nous reste après plus que 5 personnes jusqu'à 90 à 100, et en 100 ans, 2 individus uniquement. Alors, c'était la loi de la jungle, si on va l'époque. Alors, y avait-il une différence entre les hommes et les femmes? Eh bien non, pas tellement. Sur les deux populations, 548, les hommes à gauche, vous voyez, la petite enfance 101 ans, les femmes 95, 95, et vous voyez que les 6 pour 20 équivalents. Il y a juste à partir de 70 ans, vous voyez, 33, 22, 34, 33. Alors pourquoi les hommes meurtris à cet âge-là? Eh bien, c'est comme maintenant. À l'époque, on buvait, on fumait. Il y avait la pipe, il y avait le tabac chiqué, et c'était une cause de mort. Sans compter, bien sûr, les difficultés de la vie. Alors, il faut dire qu'à 50 ans, les gens étaient considérés comme des vieillards. Ils étaient courbés. En général, ils avaient perdu toutes leurs dents. Et c'était vraiment des seniors, si on veut. Alors, de cet âge, en général, on s'aperçoit que l'âge moyen pour les hommes était 61 ans et pour les femmes, 60 ans. C'était l'âge qu'on peut estimer. Une fois qu'on est passé, bien sûr, les 10 premières années de la vie, où beaucoup de gens mouraient. Alors, la mort et les enfants, c'est à retenir. Donc, à Thénières, 196 enfants, 28 adolescents, ce qui nous donne donc 224 morts avant 20 ans, soit 41% sur les 548. Alors, c'est peu par rapport. En règle générale, ailleurs, c'est 50%. À Thénières, apparemment, une fois passé, disons, le climat était meilleur peut-être, on était plus résistant. Alors, voici pour résumer, donc, la mort et le paysan. L'âge moyen est de 60-61 ans, de l'espérance de vie. À l'heure actuelle, en France, c'est de 85 pour les femmes, 80 pour les hommes. Pour la Belgique, c'est plus ou moins la même chose, légèrement inférieur. Et si nous comparons avec l'Afrique, eh bien, notre habitant de Thénières vivait plus vieux qu'un habitant du Nigeria. Le Nigeria, c'est 54 ans et 8 mois. 60 ans, le Congo, nous nous retrouvons un petit peu, donc le climat en moins, la couleur aussi. Et en Papouasie du Sud, Papouasie, vous avez 61 ans et 63 ans. Vous voyez un petit peu, à l'heure actuelle, donc nous avons fameusement augmenté notre espérance de vie, presque 25 années. Voilà. Alors le mariage, quand est-ce qu'on se mariait dans le monde paysan? Eh bien, en règle générale, c'était vers 23 ans et demi. Et souvent, lorsqu'il y avait des deuils, on se remariait assez rapidement. Surtout les femmes, parce que s'il y avait une ferme, il fallait quelqu'un pour travailler, pour entretenir. Et vivre seul, c'était impossible, c'était mal vu. Donc 28 ans et demi, on se remariait assez rapidement. Alors les mariages donnaient lieu à des grandes cérémonies, vous voyez un petit peu le mariage. On s'achetait des rubans colorés, on s'offrait les services d'un musicien, toutes les familles se réunissaient, et on offrait donc des cadeaux. Il y avait le trousseau des mariés et un coffre. Dans le coffre, il y avait du linge. C'est très important, le linge, on l'a vu, c'était important, c'était riche, c'était cher. On avait des couverts en bois ou en laiton, ou en étain. Et ce qu'on mettait aussi, c'était de linceul. De linceul au cas où l'un des deux mourrait, ou les deux, parce que le linceul, à l'époque, il n'y a pas de cercueil, ça coûte très cher. Donc les gens, en général, étaient enveloppés à leur mort d'un linceul, et on le transportait au cimetière pour être inhumé, après une bénédiction du prêtre. Il existait toutefois des cercueils, il y en avait deux, qui étaient à louer, un grand et un petit, pour les adultes et les enfants, les adolescents. Donc c'était l'époque où on se mariait, donc c'était des alliances aussi familiales. On ne se marie pas n'importe comment. Un journalier ne peut pas épouser la fille d'un laboureur. On se reste dans son milieu. Et les mariages étaient donc convenus à l'avance. Alors voici par exemple pour Thénières. J'ai repris les Abrassards en jaune et les Beaurains, autre grande famille, en bas. Et nous avons sur l'espace de 90 ans toutes les alliances familiales, les mariages qui se sont conclus dans la même famille,
Donc vous avez, à partir d'un brassard en rouge, vous avez des mariages avec les piqueries, qu'eux-mêmes soient associés avec les loiseaux, qui demain vos cheveux au bouillon. Idem en bas. Ce qui fait que dans un village, finalement, tout le monde était serré. Lorsqu'il y avait un problème, ben, c'était tout le clan qui s'animait. Et parfois, ça se passait très mal. Alors, les autres en bleu sont sur les 90 ans, donc on n'a pas su bien les distinguer. Mais il est probable qu'après, ces gens-là, à leur tour, se soient accrochés quelque part à l'une des deux familles. Et la même famille avec l'autre. Ce qui fait que finalement, les habitants de Thénières qui ont des souches anciennes, bien finalement, c'est tous leurs cousins germains, cousines germaines. Alors, les travaux respectifs des hommes et des femmes, forcément, qui travaillaient le plus? Eh bien, la femme voyait à droite. Bon, je ne dirai rien. À gauche, pour l'homme, qu'est-ce qu'il faisait? Eh bien, les comptes de la ferme, l'allumage du four, l'entretien de tout ce qui était agricole, la moisson, bien sûr, les travaux des champs, et l'achat des matériels, quand il y en avait. Les femmes, bien sûr, le soin des enfants, la cuisine, le ménage, les comptes de la maison, la collecte du bois, forcément pour mettre dans le feu. Le transport de l'eau, à l'époque, il n'y a pas d'eau courante. Il faut aller au puits, ou bien il faut aller chercher à la source de la rivière et ramener. Alors, jardin potager, le sein en bétail à la basse-cour, la vannerie, le soir, donc, durant la journée, ces temps libres, on tressait. On travaillait aussi la laine, on faisait de la couture, on fabriquait le beurre, la bière même. On désherbait éventuellement devant la maison, et il y avait aussi parfois la moisson. Les moissons, hommes et femmes se retrouvaient, ce qui parfois donnait lieu 9 fois plus tard à des naissances. On ne sait pas pourquoi. Le soleil, sans doute, de l'été. Les temps libres. Alors, les métiers, donc, qu'on retrouve à Thénières. Ben, voici, par exemple, pour la période 1765-1769. Sur 4 années, on retrouve des manouvriers, donc c'est le domaine de l'agriculture. Manouvriers, laboureurs, valets de charrue, domestiques, valets de ferme. Ensuite, nous avons des élevages, des traces. On trouvait un maréchal ferrant et des marchands de chevaux. Donc, il y avait des halles de chevaux ici. Au niveau des moutons et des animaux, nous avons le berger, un faiseur de bas, puisque la laine existait, on tressait. Vous avez aussi le maréchal, le cordonnier, donc on fabriquait aussi des chaussures, parfois on vendait au colporteur pour les vendre à la ville. Alors, le meunier et le cabaretier, forcément. Alors, le cabaret, tel qu'on l'entend, c'était pas comme maintenant, c'était une simple maison avec 2-3 tables à l'intérieur. La dame de compagnie, avec ses grands-parents, avec ses parents, servait les éventuels passagers. Alors, nous trouvons aussi une tailleur de pierre qui avait travaillé à Belligny, à partir d'ici. Nous travaux des maçons. Alors, le secteur du bois qui était un type important. Nous avons des marchands de bois, des scieurs de bois, des tonneliers, fabriquaient des tonneaux, des sabotiers. À l'époque, les gens portaient des sabots, quand ils avaient les moyens, et des couvreurs de paille pour les toits. Alors, enfin, il y a la partie administrative, donc, nous trouvons le curé, le clerc, qui servait à écrire, le secrétaire, si l'on veut, et aussi un contrôleur à Malplaquet. Il y avait un bureau de douane, d'octroi ici à Malplaquet, qui contrôlait les passages. Alors, souvent, il y avait d'ailleurs de la contrebande, même sous Louis XIV, dans Louis XV. On passait par les bois. À tel point qu'en 1740, le roi Louis XV va envoyer 40 hommes à la Sente de la Louvière pour surveiller le passage du grain. On suspectait que les gens passaient un peu n'importe où avec des produits illicites. Au centre, donc, bien sûr, le moulin de Thénières. Voilà. Alors, les mesures à l'époque étaient horriblement compliquées. On comptait en toises, on comptait en différentes mesures. Je vais faire épargner et tout. Vous voyez des autos, des pots, des livres, des canettes. Tout ça, c'était compliqué. Chaque village avait des poids et des mesures différents. Ce qui fait que, par exemple, pour la région de Valenciennes, sur les 313 villages que comportait Valenciennes, on comptait pas moins de 273 façons différentes de mesurer la terre. Alors, vous imaginez donc, quand vous achetez un terrain là, ou là-bas, ou là-bas, il fallait un livre pratiquement et un expert pour vous dire, non, ça c'est plus grand que celui-là. Voilà. Alors, au niveau de la monnaie, forcément, bien, il y avait une effervescence de monnaie, beaucoup de pièces de monnaie différentes. Alors, en France, on distinguait une monnaie de compte, c'était la livre. Mais il n'y avait pas de pièces de monnaie en livre française. On payait en sol, en denier, et en différentes petites pièces. Vous aviez des louis d'or, vous aviez des pièces en argent. Alors, en général, les pièces en or et en argent ne circulaient pas. On les cachait. Donc, une personne, un laboureur, bien, il les mettait précieusement en place et c'était transmis à la famille suivante ou éventuellement, où il y avait des difficultés, des achats de terre.
Pour le reste, les gens du peuple, il n'y avait qu'une seule sorte de monnaie. C'était les monnaies de bronze ou de cuivre, ici, des liards ou des patards, ainsi que des pièces câlins. Mais toujours, alors l'argent ne circulait pas. On avait que des pièces de bronze. Bon, ce qui fait que pour eux, les paysans, ça valait de l'argent finalement, toutes ces petites pièces de monnaie. C'était leur fortune. Et d'ailleurs, il y a une expression qui est courante et qui est un peu bizarre. Par exemple, de quelqu'un qui a de l'argent, on dit il a des sous, il a des liards. Alors qu'en fait, si nous convertissons maintenant des liards et des sous, c'est comme si nous parlions de centimes. Est-ce que quelqu'un est riche parce que nous rions, il a beaucoup de centimes? Mais à l'époque, les centimes, ça valait de l'or pratiquement pour eux. Ils en avaient très peu. Alors, quel était l'habitat et le confort chez les gens dans les fermes et les maisons? En général, donc, les journaliers, pauvres, et les habitants principaux avaient une maison rectangulaire, tout en long, parfois avec une deuxième pièce qui servait des tables. Le toit était en chaume, les murs en torchis. Alors, à l'intérieur, bien sûr, c'était pas Versailles. Là, vous avez une habitation ici. Vous voyez donc un couple avec des enfants, peu de meubles. Et l'élément principal dans chaque maison important, c'est le feu. On pouvait y accrocher éventuellement du jambon pour le faire saler et fumer. Le sel était aussi entreposé à cet endroit-là pour ne pas être humidifié. Alors ici, nous avons un évier, c'est une dalle, légèrement en pente, avec un trou dans le mur pour que l'eau s'écoule. C'est là qu'on faisait la vaisselle. Et une expression nous est restée. Quelqu'un qui a soif souvent, on dit « il a la dalle en pente », comme l'évier. Voilà, donc voilà un petit peu au niveau du confort, c'était très relatif. À terre, c'était souvent de la terre battue. Donc en hiver, ça devenait humide, ça devenait très froid durant l'hiver. Donc qu'est-ce qu'on faisait à l'époque? On mettait de la paille. Ça isolait un peu le sol. Alors voici une image du Xe siècle, où nous avons un peu donc, des paysans en train de travailler près du feu. Alors le feu ne chauffait que dans un sens, mais à l'époque dégageait beaucoup de fumée. Donc pour ne pas être trop intoxiqué, en général, il y avait une porte à double battant à l'entrée et on ouvrait légèrement la porte à battant, ce qui faisait que l'air froid en hiver entrait aussi. Donc on disait souvent chez les paysans, rôti devant, gelé derrière. Alors voilà donc un peu, au niveau de l'habitation, aussi peu de fenêtres, donc il faisait relativement fort sombre dans ces pièces. Vous avez donc une dame en train de travailler et une tenue, donc 18e siècle, la robe. À l'époque, donc il n'y a pas de sous-vêtements chez les dames. Chez les hommes, donc ils portent simplement un pantalon pour les gens du peuple. Pour les riches, c'est une culotte, donc c'était un court pantalon avec des bas blancs, que la blancheur soit vue. Alors les prêtres et la foi, bien sûr, les gens étaient fort catholiques. Et pour Thénières, donc, on a retrouvé la trace donc, de ce prêtre, Gilles Boulanger, vous avez son acte mortuaire. Il est mort en 1733, il était curé, il avait 75 ans, 75 ans. Alors il a été inhumé à Thénières, dans l'église ancienne. Et le rôle du curé était très important. D'abord, le curé, c'était le gérant des âmes. À l'époque, on croyait à Dieu, on avait peur des enfers. Donc, les catholiques, donc toute la population, écoutait attentivement le curé. En même temps, il était le gestionnaire de la paroisse. Il y avait des chapelles, il y avait des revenus à avoir, des offrandes. Eh bien, il recueillait le tout. C'était aussi un agent foncier, car à l'époque, le curé a des domaines, il a des propriétés qu'il loue. Donc, c'est un homme d'affaires aussi. D'autant plus qu'il devait répondre pour l'abbaye de l'Aube. Enfin, c'était un agent politique. Le roi de France, lorsqu'il avait des directives à donner, notamment lors de la révocation de l'édit de Nantes, il l'a fait savoir par les prêtres. Et son discours était lu dans l'église. Voilà, donc au centre, vous avez un blason. Louis XIV, qui n'était pas avare d'argent, a inventé un jour une taxe, vers 1690, 90. C'était que tous les notables devaient absolument avoir un blason, moyennant espèces sonnantes et trébuchantes. C'est ainsi que notre curé Boulanger a eu ses armoiries. Ce sont ses armoiries, donc vous avez la croix blanche, vous avez 4 cantons qui sont en bleu, en azur, et un lion vert, un lion de sinople. C'était les armes du curé Boulanger. Alors, si Gilles Boulanger était curé de Thénières, nous trouvons aussi la trace d'un curé à Malplaquet. Alors, il a vécu jusqu'en 1700,
Vous avez ici donc 27. Et donc vous avez Jacques Genard, prêtre de Malplaquet, âgé de 58 ans, inhumé dans le chœur de la chapelle, c'est-à-dire ici même, dans l'ancienne chapelle. Alors ces gens-là sont peut-être les personnes qui ont vécu la bataille de Malplaquet. Gilles Boulanger apparaît à partir de 1719. Avant, on n'a pas l'identité du prêtre. Jacques Genard, apparemment, était déjà présent. Donc, lui a peut-être connu la bataille de Malplaquet. Alors, tous ces prêtres, tous ces curés ont monté au niveau de la paroisse vers l'archevêché de Cambrai, qui était tenu par un grand seigneur de l'église, donc c'était Fénelon. Alors, pour les traces des curés concernant Tanière, j'ai pu retrouver donc un curé Tannevaux en 1455, c'est le plus ancien connu. Donc la paroisse existait avec la chapelle. Ensuite, nous avons un curé Boulanger et Boulanger. Le curé de Malplaquet, nous ne savons pas exactement si c'était lui ou quelqu'un d'autre. Et enfin, pour Malplaquet, donc Jacques Genard. Alors, que mangeait-on à Thénières à cette époque? Eh bien, essentiellement du pain, que ce soit des pains de seigle, de froment, d'orge, hein, tout ça a été utilisé. En général, on mangeait 800 grammes de pain, c'était l'aliment principal. Pour les soldats, c'était un peu plus, c'était 1 kilo. Alors, en général, on pratiquait le pain, on mangeait aussi donc des potés, avec des légumes qu'on pouvait faire cuire. Voilà. Alors, nous avons ici une gravure qui nous montre la boudinière. Hein, chaque année, au mois de décembre, on tuait le cochon. Alors, c'était un jour de fête, donc nous avons ici la dame qui nous présente en même temps les outils, les couverts et l'instrument qu'elle a, sont du bois, du grès. Elle était en train de faire le boudin. Vous voyez, à l'époque, eh bien, c'était un jour de fête, donc on a appelé les voisins, les hommes buvaient, les femmes travaillaient. Mais c'était l'époque. Hein. Alors, pour se distraire, les gens qui produisent chez eux des articles eh bien, allaient souvent vers Bavay, le marché. Hein, c'était l'occasion de se distraire. Alors là, c'était un lieu de commerce, on pouvait vendre ce qu'on avait produit dans sa maison, les fils de la laine, tout ça, des cannes en bois, par exemple. C'était un lieu d'échange, on rencontrait par exemple des cousins, des cousines qui habitaient d'autres villages, donc c'était un lieu de rencontre, et c'était un lieu de distraction, parce qu'il se passait toujours des choses, des battleurs, des activités. Alors, voici par exemple quelques exemples de production qu'on pouvait faire ici à Thénières. Nous avons les cure-dents, hein. Nous avons les balais qui étaient fabriqués à partir du bois. Nous avons aussi les jouets, les moulins à vent. Alors, sur ces marchés, malheureusement, se passaient souvent des conflits, puisque beaucoup de paysannes arrivaient et voulaient vendre. Alors, il y avait aussi un personnage, c'était l'arracheur de dents. Ici, à Thénières, lorsqu'on avait mal aux dents, il y avait deux façons. La première, c'était d'aller sur le marché, où là, bien gentiment, vous aviez l'arracheur de dents, hein, qui était toujours accompagné d'un tambour. Alors, le tambour, c'était pour cacher le bruit du malheureux. Alors, un autre moyen, c'était, lorsqu'on n'avait pas la possibilité d'aller à Bavay, c'était d'aller chez le maréchal Ferrand. Lui qui avait des bonnes pinces, et les maréchaux Ferrand, en général, s'occupaient aussi des dents des chevaux. Donc, c'était un moyen, on arrachait la dent. Voilà. Alors, c'était l'occasion aussi, en allant, d'aller au bistrot, au café à l'époque. Ici, nous avons une petite scène à Bavay, ça pourrait être... Nous avons les hommes qui jouent aux cartes, aux osselets, au tarot, aux quilles. Nous avons, bien sûr, l'alcool qu'on boit, le tabac qu'on fume. Vous avez aussi, en même temps, ça se passait avec une personne derrière, donc vous avez les enfants, tout ça c'était dans une maison locale particulière. Et il y avait malheureusement aussi des femmes qui étaient pauvres, très pauvres. Alors le moyen de s'en sortir, ben, vous le voyez bien, il y a un jeune homme très intéressé qui lui touche l'épaule, donc c'était la prostitution. Hein? Donc à l'époque, ça existait déjà. Alors en même temps, dans ces cafés, on buvait beaucoup. Dans les bals aussi, parfois, il y avait des fêtes. Les gens se rencontraient et on se disputait. Et on sortait des couteaux. Alors les couteaux, les bagarres étaient souvent fréquentes. Les paysans avaient des bâtons ou des couteaux pointus. À tel point que Louis XIV fera une fois promulgué une loi interdisant les couteaux à bout pointu. Désormais, les paysans ne pouvaient utiliser que des bourrons. Ça dura un certain temps, puis tout le monde reprit son couteau pointu, parce que ça servait à tout, à couper le pain, à couper les bois, à se défendre. Alors, le temps du malheur, bien sûr, nous arrivons à la page la plus délicate, celle de la bataille de Malplaquet. Les paysans, outre une vie difficile à travailler, 60 ans, 61 ans, ils étaient morts,
Il y a la guerre. Alors la guerre, bien sûr, c'était des pillages et des réquisitions. Et aussi, malheureusement, pour les femmes, des viols. Ça arrivait souvent. Alors, autre chose, c'était les maladies de bétail. Les soldats qui passaient avec leurs troupeaux avaient des animaux qui répandaient des microbes partout, des germes. Il faut dire que les entrepreneurs qui accompagnaient les armées, parfois avec 400 bœufs, achetaient les bœufs les moins chers, donc souvent malades. Alors, toutes sortes de maladies dont pouvaient frapper le village. Des fièvres, le charbon, la morve pour les chevaux, et des parasites. Nous n'avons pas parlé des parasites, mais si nous avons vu tantôt les personnages, le maître de maison avec notre personnage et son épouse, si nous avions en vrai, nous reculerions. Parce qu'à l'époque, les gens se lavaient très peu. Leurs vêtements sentaient. Et qui plus est, ils avaient des hôtes. Sur leur peau, des poux, des puces, des tiques. Même le roi de France en avait. Sans compter les hôtes intérieurs, parce que tout le monde avait des vers. C'était l'alimentation de l'époque, on ne savait rien faire contre cela. Alors, au niveau donc des dîmes, des impôts, les paysans étaient aussi frappés. Il y avait la dîme, c'était l'impôt ecclésiastique, dont une partie remontait en direction de l'abbaye de l'Aube. Nous avons les impôts royaux, nous avons des taxes, nous avons des droits et des privilèges exercés par l'abbaye, et les censes que les fermiers devaient payer aux maîtres laboureurs. Donc, vous voyez, c'était très taxé. Alors, à l'époque, comme on n'avait pas beaucoup d'argent, qu'est-ce qu'on faisait pour payer? En règle générale, on faisait une sorte de troc. La dîme, c'était un dixième de la récolte, donc on donnait du blé. Pour certains impôts, on donnait des pièces qu'on avait, des bienheureuses pièces de bronze, pardon, et à côté, on donnait des productions, des fruits, des légumes, et tout ça était récupéré et revendu. Donc, c'était une monnaie à l'époque. Alors, conséquence de la bataille de Malplaquet, donc nous sommes le 11 septembre 1709. Au terme de la bataille, donc, les Alliés vont occuper pendant plusieurs jours le site de Malplaquet et de Thénières, du 9 au 13 septembre. Alors, la première chose qui se déroula pour les habitants de Thénières, c'est que lorsque les Français arrivèrent ici le 9, ils leur demandaient de déguerpir rapidement, puisque le terrain est occupé par les troupes. C'est ce qu'il fit. Vous imaginez la précipitation. Vous avez des animaux à gauche, à droite. Il faut tout laisser en plan et partir le plus vite possible. On fait son baluchon et on part. Si bien que des animaux sont restés ici durant la bataille, mais n'ont pas été perdus pour tout le monde. Les petites poules sont finies, bien sûr, au feu par les soldats. Alors, évacuation forcée, donc, et abandon de la maison, qui va être occupée par les troupes, à la fois par les Français, et puis après par les Alliés, qui vont tout saccager. Donc, on cherche à l'intérieur des maisons s'il n'y a pas des vivres, on cherche éventuellement si le paysan n'a pas caché quelques trésors, on casse tout. Et puis on part en mettant parfois le désordre partout, on jette dans le puits des cadavres, etc. Donc c'est assez effrayant. C'est ce que les habitants de Thénières ont eu. D'ailleurs, un paysan disait « passage de soldats, grange vide et maison pillée ». Donc il ne restait plus rien à l'intérieur de la maison. Alors Thénières, lorsqu'ils sont revenus après le 14 septembre, donc ils découvrent un village qui est détruit quasiment. Beaucoup de dégâts matériels dans les maisons, les puits, les clôtures arrachées, une pollution aussi générale, car il y a plein de corps en putréfaction. Donc ils vont devoir déblayer progressivement une partie de ces corps. Alors il y a aussi les déchets humains, car vous imaginez donc 70 000 hommes d'abord pour les Français, 90 000 pour tous ces gens-là ont des besoins naturels. Donc, autrement dit, ils font partout. Idem pour les chevaux. Eh bien tout ça, les habitants de Thénières ont dû les déblayer. Alors, même chose, la pollution des eaux. Lorsque vous avez des milliers de chevaux qui vont boire de l'eau, ils piétinent, ils écrasent, donc et les eaux sont polluées. Vous voyez, les gens de Thénières se retrouvaient dans une catastrophe. Alors, ils ont dû tout remettre en état, comme vous voyez, progressivement. Provisions ruinées, il n'y en avait plus. Terrain saccagé, nécessité de tout remettre en état. Alors, ceci a entraîné une carence alimentaire. Il n'y avait plus assez de nourriture en 1710. Dû aux destructions. Dû aussi aux réquisitions des Alliés qui avaient gagné la bataille, qui sont revenus et qui exigeaient d'avoir des choses, des biens. Conséquence, donc, après la bataille de Malplaquet, pour le village, c'est la pauvreté alimentaire, l'affaiblissement physique et la mortalité importante. Alors, j'ai retrouvé dans les registres de baptême de Louvigny sur Bavay,
Donc, un acte intéressant. Le 10 septembre fut baptisé Ignace Joseph, fils de Bernard le Duc et Marie-Alla, réfugiés de Bélligny à cause des calamités de la guerre. Le 18. Donc, ces gens-là, où même c'est pas déroulé la bataille, s'étaient réfugiés. Donc, c'est une preuve comme quoi les habitants de Bavay, enfin, les habitants, pardon, de Thénières ont dû se sauver, se réfugier certainement vers Bavay. C'était la seule ville où on pouvait se réfugier. Alors, j'ai retrouvé à Sarre-la-Bruyère, village d'à côté, les mortalités durant ces années, de 1709 à 1713. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? 1709, 9 décès. Vers 1710, 30 décès. Beaucoup d'enfants, dû à la sous-alimentation. Puis après 6 décès, 15 décès, ça remonte, et puis 2. Et une note pour 1710, idem, écrit le curé, il est encore mort hors de la paroisse plusieurs personnes à cause de la pauvreté des temps. Donc, vous voyez la misère absolue. Et comment se fait-il qu'il y ait une légère remontée avec 6 décès? C'est que les gens n'aient plus rien à manger, sont partis, essayer de trouver ailleurs. En 1711, un capitaine Drake, raconte qu'il était avec ses chevaux et que derrière ses troupes accouraient de nombreux mendiants, des femmes, des enfants qui imploraient d'avoir de la nourriture. Donc c'était des temps affreux. Alors il a fallu attendre 1714 pour que les choses lentement remontent. Donc la bataille de Malplaquet, les effets, ce n'est pas un jour ou 8 jours pour les habitants de Thénières, mais c'est plusieurs années. Voilà la mortalité à Thénières, ce qu'on a pu retrouver. En 1710, non pas les chiffres, 1710, 18. 1711, 4. Donc là, il y a eu un départ. Ils ont essayé de trouver ailleurs de la nourriture. À l'époque, bien sûr, il y avait des saisonniers, mais les temps étaient très difficiles. Et bien sûr, grande figure de Thénières, c'est bien sûr l'action menée par Fénelon. Fénelon a accueilli des troupeaux, des gens qui se réfugiaient à Cambrai. Donc, lui-même, le clergé était tellement appauvri qu'il n'y avait plus moyen de fournir une dîme au roi. Le roi avait nécessité un petit don pour lui, sur la dîme, impossible. Donc, ce qui fait que Fénelon a pris la taxe à son compte. Donc, vous voyez un petit peu les malheurs de la guerre, les malheurs des Thénières. Nous avons parcouru l'essentiel. Nous arrivons à la fin de cette conférence. Donc, j'espère que vous avez vu une large ensemble. Je crois qu'on est remonté le plus possible vers 314. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, les habitants de Thénières ont eu une existence difficile à cette époque. Les conséquences de la bataille de Malplaquet s'étendirent sur plusieurs années. La vie, comme vous l'avez vu, était compliquée, 61 ans. Alors, était-il heureux? Eh bien, il faut supposer que malgré tout, le soir, lorsqu'il se retrouvait, eh bien, il se racontait les histoires avant d'aller dormir dans la pénombre. On avait les vieilles personnes, les plus âgées qui vivaient encore, qui racontaient aux enfants donc leurs histoires. Peut-être avaient-ils connu parmi les centenaires donc la bataille de Malplaquet. Les petits écoutaient. Et ça, c'est la légende. Voilà, je vous remercie. Voilà. Alors, si éventuellement il y a des questions. Est-ce que vous avez des questions à poser? Des épidémies, genre peste, suite après. Pardon? Il y a eu des épidémies, genre choléra. Alors ici, dans les archives, on ne trouve pas de traces. Mais disons, il y avait des maladies ce qui frappaient les enfants parce que les puits, souvent, se trouvaient à quelques mètres du fumier. Alors par l'infiltration, on pouvait l'eau du puits. Il y avait beaucoup d'enfants qui avaient des diphtéries, des bébés, le typhus, ça existait donc à l'époque. À l'époque, bien sûr, on ne connaissait pas les microbes, les bactéries, donc on ne se rendait pas compte de la nocivité.